Bassam Tam. Bonjour David d'Info Libre, heureux de te retrouver après notre rencontre à Lyon sur la Grande Place. Ravi aussi de vous retrouver sur l'agence Info Libre. Aujourd'hui, on va parler du Maroc. Alors, on parle beaucoup de la lutte contre Daesh du côté syrien, Liban, Arabie Saoudite, Turquie. Et alors aujourd'hui, on voudrait parler quand même du Maroc, parce que le Maroc et l'Arabie Saoudite ont des liens quand même très étroits, puisque l'Arabie Saoudite donne beaucoup d'argent au royaume marocain. Et on aimerait savoir comment le royaume marocain, qui commence à être touché par le djihadisme, comment il se place par rapport à l'Arabie Saoudite et par Daesh. Alors vous voyez, il faudrait reprendre ce dossier dès le début. Il y a plusieurs temps. Le premier temps, c'est quand le roi du Maroc a décliné l'offre d'organiser le sommet arabe Araba chez lui. C'était une décision importante et sans précédent. C'est-à-dire, il a bien montré que le Maroc n'était pas à vendre, que le Maroc était souverain et qu'il pouvait tourner le dos à une certaine politique des États arabes, même si ces États arabes sont ses alliés. C'était donc une décision de souveraineté et un grand tournant dans la diplomatie marocaine. Suite à cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu le problème, si vous voulez, du Sahara qui était latent dans cette décision. Parce que Ban Ki-moon voulait se rendre à Rabat et commencer peut-être à remuer ce dossier d'une manière qui ne va pas dans le sens national et nationaliste du royaume marocain. Ça explique peut-être en partie pourquoi le roi a décidé de décliner l'offre de l'organisation du sommet arabe chez lui. Et c'était déjà le début d'un grand tournant dans la diplomatie marocaine. Suite à cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu un sommet des pays musulmans en Turquie. Alors le lieu est fortement et hautement symbolique. La Turquie, qui a des liens très étroits avec les djihadistes, avec Al-Nusra, avec Daesh, avec tout le passage des extrémistes djihadistes d'Europe et d'ailleurs en Syrie. Et là, le roi ne s'était pas déplacé, mais il avait délégué son ministre qui a prononcé un discours qui était aussi assez lourd de sens. Dans ce discours, on disait littéralement que ce monde musulman devait respecter ses minorités. Et là, c'était presque un camouflet à la Turquie qui ne respecte pas ses Kurdes ou ses Alévis, et même tous les autres pays musulmans, même l'Arabie Saoudite, qui ne respecte pas ses chiites, voire la décapitation de Nimr Nimr, ce chef prédicateur chiite, dont, si vous voulez, la décapitation a remué un peu tout le monde chiite et les organisations de la défense des droits de l'homme et tout cela. Donc, vous voyez déjà, on voit une certaine cohérence dans la position marocaine qui conteste hein, un peu beaucoup, hein, la politique de ces pays arabes, mais qui en même temps maintient, comme on dit en langue arabe, le cheveu de Muawiyah. C'est-à-dire, dans la diplomatie, il y a un cheveu, c'est la parole d'un grand calife qui était Muawiyah. Si on tire le cheveu, je lâche. S'il lâche, je tire. La morale de ce proverbe, c'est qu'il ne faut jamais rompre les relations. Vous voyez? Donc, il est là sur la corde raide en affirmant sa souveraineté vis-à-vis de ses alliés du Golfe et en même temps, il a sa propre politique. Il a besoin des investissements.
Alors, suite à cela, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a eu évidemment son voyage en Russie. Alors, son voyage en Russie est venu même avant le sommet islamique à Istanbul. C'était aussi très important dans la mesure où Mohammad VI a dit oui à l'intervention russe syrienne. Et il a rééquilibré sa politique extérieure en allant vers l'autre pôle qui est la Russie de Poutine aujourd'hui et qui montre son efficacité. L'intervention de Poutine en Syrie était un défi pour les Américains, pour l'Europe, pour les Occidentaux. Il en est de même pour l'Ukraine, pour la Crimée. Aujourd'hui, Poutine est l'homme fort du monde, qu'on le veuille ou non, qu'on aime les Russes ou pas. Vous voyez. Et c'est là où on voit cette intuition du roi du Maroc, Mohamed VI, dans les relations internationales, qu'on ne peut plus tourner le dos à la Russie. D'autant plus que la Russie n'envoie plus ses touristes en Turquie, qu'il y a des sanctions contre la Russie. Donc là, il y a une faille et il faut s'y introduire et faire profiter le Maroc. C'est ce qu'il a fait. Mais là, ça pouvait, évidemment, ça pouvait déplaire à ses alliés du Golfe, qui, eux, n'ont pas de bonnes relations avec la Russie. Justement, alors quelle va être la position du Maroc en fait on le voit, on va dire vulgairement, ils ont le cul entre trois chaises, l'Arabie Ouais. Saoudite, la Russie et l'Occident. Quelle position ils vont adopter dans les années à venir, dans les jours à venir? Ben c'est là le sans faute de Mohamed VI. Il a fait vraiment un parcours, passez-moi le terme de sans faute emprunté au sport hippique, mais il a, pour ainsi dire, sauté tous les obstacles avec grande maestria, hein, et ce qui incarne cela vraiment, c'est sa visite au Conseil du Golfe et son discours. Ce discours, honnêtement, mériterait une étude détaillée, analytique. C'est un discours qui fera date dans l'histoire, non seulement de la diplomatie marocaine, mais de la diplomatie arabe. Alors, moi, j'invite tout le monde à écouter. C'est dommage que le discours n'ait pas été traduit en français, mais c'est un chef-d'œuvre du genre. Euh, alors, permettez-moi de souligner quelques aspects de ce discours. Le roi du Maroc, droit dans ses bottes, si je puis dire, a affirmé dans ce discours qu'il y avait des complots pour déstabiliser le monde arabe. Comme il y a eu des complots, des plans, ce sont ses propres termes, qui ont déstabilisé, et il cite la Syrie, l'Irak, la Libye. Mais quand il arrive au Yémen, il dit, je comprends que vous avez dépensé beaucoup pour rétablir la légitimité au Yémen. Vous voyez comment le roi ménage la chèvre et le chou. Il critique. Il y a beaucoup de sous-entendus. Ça peut viser les gens, ses hôtes. Mais en même temps, il leur donne raison. Hein. C'est un discours très diplomate qui essaye un peu de faire comprendre aux gens du Golfe que vous avez intérêt à investir au Maroc. D'ailleurs, il le rappelle pour le Sahara occidental, entre parenthèses, hein, et tous les pays du Golfe ont des projets d'investir au Sahara hein, occidental. Donc, ils n'ont pas intérêt à lâcher le roi du Maroc dans sa quête, dans sa demande qui exige l'unité territoriale en y intégrant le Sahara occidental, qui pour lui est Sahara marocain. Et là, il le rappelle historiquement que lors de la marche verte en 75, tous ces pays du Golfe avaient des représentants dans cette marche verte, et même le prince des Émirats y a participé, il n'avait que 14 ans.
Vous voyez, des détails très bien choisis. Et alors, pourquoi les pays du Golfe cherchent à investir au Maroc? C'est pour diversifier. Parce qu'ils savent très bien, ils ont vu après la Libye, l'histoire de la Libye et de l'Iran, que beaucoup d'investissements en Occident ont disparu complètement, ont été gelés, hein, et peut-être qu'en investissant dans un pays arabe, ce serait plus sûr. Donc, et là, ils sont pris à leur propre jeu. Et c'est le roi du Maroc qui gagne, il a parti. Hein. Vous voulez investir chez nous? Welcome. Hein. Ahlan wa sahlan, comme on dit en arabe. Soyez les bienvenus. Mais en même temps, il faudrait être de mon côté dans la défense du Sahara. Et c'est ce qui a été fait. Vous voyez, ce discours est très, très intéressant. C'est-à-dire, personnellement, qui suit la vie politique marocaine depuis pas mal de temps, je peux vous dire que c'est peut-être le discours le plus important qu'ait prononcé le roi depuis qu'il a accédé au trône. Parce que il ose leur dire, nous ne sommes pas là pour discuter des alliances des uns et des autres. Chacun est libre, hein, de faire ce qu'il veut. Et il cite la Russie. Hein, et il leur dit, j'irai en Chine et en Inde. Et là, il y a hier, la date officielle de la visite de la Chine a été annoncée. Et la boucle est bouclée. Vous voyez le sans faute. Maintenant, pourquoi un sans faute dans tout cela? C'est que au Conseil de sécurité, la Russie, après la visite du roi marocain, s'est abstenue, n'a pas voté pour l'Algérie, si vous voulez, ni pour le Maroc, mais cette abstention en elle-même était tout bénef pour le Maroc. Vous voyez? Parce que dans cette décision où le Conseil de sécurité demande aux autorités marocaines d'accepter à nouveau les émissaires des Nations Unies au Sahara, mais il n'y a pas de sanctions dans le cas où le Maroc refuse. Donc, le roi a gagné. Il peut ne pas accepter ses employés, qu'ils soient dans la branche civile ou militaire. Et là, il faut ajouter une chose très importante, c'est que comme le roi du Maroc a snobé dernièrement la France a voulu montrer sa bonne volonté et elle a intérêt, c'est un partenaire économique important pour nous, le Maroc. Hein. La France a voté du côté marocain. Hein. Et voilà, si vous voulez, si on poursuit les différents temps depuis que le roi a décliné l'organisation du sommet arabe jusqu'à la visite en Chine et bientôt en Inde, qui est annoncée dans le discours, le Maroc, comme je l'ai déjà dit, est vraiment un pôle diplomatique arabo-musulman très important, qui affirme son indépendance vis-à-vis des pays du Golfe, vis-à-vis de l'Occident, hein, et c'est également une défaite pour les Américains, parce que et c'est là où le roi a vraiment le droit d'insister, qu'on cherche à déstabiliser le Maghreb. Il le dit dans ce discours. Vous avez déstabilisé le Moyen-Orient, hein? Il dit même que ça a eu des répercussions sur vos économies, hein, et votre vie politique, vous, pays du Golfe. Hein, il y a une franchise de temps et des sous-entendus vraiment extraordinaires. Juste pour revenir juste par rapport à ce que vous disiez sur le Maroc, on n'entend pas trop parler ni de l'Union Européenne et ni trop de l'Occident. Quelles sont les relations que nous entretenons avec le Maroc, en sachant que le Maroc quand même a une frontière pratiquement commune avec l'Union Européenne, en Espagne, et que c'est quand même important que les djihadistes ne rentrent pas trop au Maroc. Quelle relation est-ce que nous avons, nous, occidentaux, avec le Maroc? Alors, vous voyez, c'est là où justement peut-être que l'Occident a du pain sur la planche. Il faudrait reprendre les relations au niveau sécuritaire avec le Maroc.
Le Maroc, comme je l'ai déjà dit, peut-être connaît mieux ce qui se passe dans les milieux marocains à Bruxelles ou à Paris que nos propres services secrets. Il ne faut pas se leurrer. Hein. Ah, ça d'une part. Et puis, vous voyez, le Maroc dit avoir créé un partenariat stratégique avec la Russie. C'est dit dans ce discours. Mais il dit aussi qu'il a un partenariat sécuritaire et stratégique avec les pays du Golfe. Ah. Donc, là, ça va être ouvert à la Chine et à l'Inde. Donc, qu'est-ce qui reste? Que les pays qui traditionnellement sont amis du Maroc, c'est à eux de jouer maintenant et de ne pas euh, pratiquer la politique du siège vide. Mais je crois que, enfin, les responsables vont le comprendre. Le fait que la France s'est rangée au Conseil de sécurité du côté des intérêts marocains pour le Sahara occidental était comment un préambule à peut-être à nouveau un partenariat sécuritaire avec le Maroc. Maintenant, ce qu'il y a qui ne va pas, si vous voulez, c'est que l'Europe elle-même n'a pas de vision très claire. Et je crois que Merkel est en train de rouler l'Europe dans la farine. Mais c'est un autre sujet. Inch'Allah, j'en parlerai une autre fois de le désastre de la politique de Merkel face à la Turquie avec cette histoire de lever, n'est-ce pas, de visa, que les Turcs peuvent circuler dans les pays de l'accord de Schengen et tout ça. Voilà. Pour conclure juste avec le Maroc, alors vous avez dit que le Maroc allait bientôt visiter la Chine officiellement et ensuite l'Inde. Qu'est-ce qu'ils vont aller chercher à votre avis dans ces deux pays? Vous savez, la Chine, quand elle travaille à l'étranger, elle respecte les pays où elle travaille. Le plus bel exemple, c'est tous les investissements chinois en Afrique. Il y a un respect de la culture. Et puis la Chine a ça de positif dans son histoire, c'est qu'elle n'a pas colonisé le monde arabo-musulman. Et puis, il ne faut pas oublier également que la Chine a un problème avec les Ouïghours islamistes. Tous les Ouïghours ne sont pas islamistes, mais il y a des terroristes parmi eux. Et que là, comme dit Mohammed VI dans ce discours aussi, que le terrorisme n'est pas uniquement l'affaire des pays du Golfe, du Maroc, c'est une affaire mondiale. Et là, peut-être, c'est intéressant aussi, même non seulement pour les affaires politiques de lutte antiterroriste, mais pour les investissements économiques, qui sait, pour l'armement. Vous savez, la Chine. Et là, l'Arabie saoudite ne peut pas reprocher au roi, par exemple, d'acheter, admettant, des missiles à la Chine, puisque elle-même a acheté des missiles à la Chine. Voyez-vous, c'est là où je trouve que, évidemment, ce discours est d'inspiration royale, c'est-à-dire c'est le roi qui, c'est lui le numéro un de la diplomatie. Mais peut-être le lauréat de conseillers et d'experts auprès du roi, euh, pour une fois dans l'histoire, je dirais, du Maroc contemporain, ont fait un travail excellent. Hein. Et là, d'ailleurs, remarquez qu'ici en France, personne n'en parle. Hein. Non, et il y a une occultation, mais totale, sur la politique du Maroc et tout cela. Par contre, on vous parle de je ne sais qui a pincé les fesses de je ne sais qui à l'Assemblée nationale. Ça vous montre à quel point la vie politique française et les médias français sont vraiment à côté de la Je vous remercie Bassam Tam pour cet éclairage sur le Maroc pour ce mois-ci. On se retrouve certainement très bientôt pour une nouvelle interview sur